Je vais commencer par vous parler des forêts et vous amener à faire avec nous un petit pas de côté parce qu'on croit souvent connaître la forêt et puis parfois on se trompe et c'est une réalité complexe. Donc c'est ça aussi dont je voulais vous parler aujourd'hui dans un premier temps, pendant 20-25 minutes. Et ensuite, on fera le focus sur le projet qui nous intéresse et que vous soutenez avec nous auprès d'une communauté d'Indiens Quechua qui s'appelle les Campococha. Mais pour commencer, je voudrais en fait vous poser une question qui paraît très simple comme ça, mais qui n'est pas tant que ça. C'est qu'est-ce qu'une forêt? Et je vous propose de vraiment essayer de répondre à la question, de prendre quelques secondes pour définir ce qu'est une forêt selon vous. Et ensuite, on va voir ce qui sort. Alors, on a Héloïse qui nous répond que c'est un poumon pour notre planète. Daniel précise que c'est un grand espace couvert d'arbres, une superficie d'arbres, plusieurs arbres, une zone de faune et de flore. Okay. Voilà un petit peu les éléments de réponse. Alors, c'est intéressant. C'est même très intéressant. Vous allez voir que ce que vous avez indiqué, ça correspond à peu près à la définition qu'on a d'une forêt aujourd'hui. On vit toujours un peu sur une définition qui a été échafaudée au XIIe siècle et qui a le mérite de la simplicité. Vaste étendue de terrain peuplé d'arbres. Ça serait ça une forêt. Alors après, il y a la FAO qui a pondu, je dis pondu parce que c'est vraiment une définition horrible d'un territoire qui a une certaine superficie avec des arbres atteignant une certaine taille, faisant une certaine largeur, etc. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est quand même, on a entendu parler de poumons, de faune et de flore, donc ça, on va y revenir. Mais on est quand même tous plus ou moins sur cet imaginaire qu'une forêt, c'est avant tout un terrain avec des arbres dessus. Voilà. Ce qui nous amène à plus ou moins mettre un signe égal mentalement entre les deux images que vous voyez. Alors qu'en réalité, et ça vous le comprendrez je pense mieux à la fin de ma présentation, entre ces deux images, à part la couleur verte effectivement, et le fait qu'il y a des arbres à gauche comme à droite, on est sur deux réalités mais complètement différentes et très éloignées l'une de l'autre. Albert Camus, dans un autre contexte, disait que mal nommer les choses, c'était ajouter au malheur du monde. C'est assez vrai sur les forêts, puisque finalement, souvent, quand on parle de forêt, il y a un malentendu de départ. On ne parle pas tous de la même chose. Voilà. Donc ça, ce signe égal mental, c'est là où je vais vous challenger un peu pour vous amener à changer un peu de regard sur la forêt. L'autre chose que ça amène de mettre peut-être un signe égal entre ces deux réalités. Donc, d'un côté, on a une monoculture d'arbres, en l'occurrence, c'est des résineux, ça pourrait se situer dans le Morvan, par exemple. De l'autre, on a une forêt primaire, qui est une forêt tropicale humide. Voilà. Et finalement, les mettre sur le même plan, c'est aussi parfois en déduire que pour répondre notamment à la crise climatique, il va suffire de planter des arbres, beaucoup, beaucoup d'arbres. Et en fait, on va voir que c'est bien plus compliqué que ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les définitions des mots de la forêt, mais je veux quand même vous en distiller certains. Un mot qu'on emploie beaucoup, nous, c'est forêt primaire, qu'on peut aussi, qui sont aussi appelées forêt naturelle. C'est quoi une forêt primaire, en fait? C'est une forêt qui n'a pas été abîmée par l'homme, donc qui n'a pas été exploitée, qui n'a pas été défrichée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun homme présent dans cette forêt, parce que de tout temps, ça fait des milliers d'années que les peuples autochtones vivent dans les forêts primaires et ne les altèrent pas. En fait, ce sont une des espèces, on peut dire, présentes dans la forêt. Donc, une forêt primaire, c'est ça. C'est une forêt qui est restée à l'état naturel. C'est une forêt qui est extrêmement riche en biodiversité, extrêmement complexe. Nous, en Europe, en France, il n'y a plus de forêts primaires. On les a coupées il y a bien longtemps. Alors, une forêt primaire, elle peut retrouver au bout d'un certain temps une forêt qui a été coupée. Ça va devenir une forêt secondaire et au bout d'un temps assez long, elle pourra redevenir une forêt primaire. Mais quand je vous dis temps long, on estime que sous les latitudes tropicales humides, il faut entre 200 et 700 ans pour qu'une forêt retrouve son état de forêt primaire, toute sa naturalité, toute sa biodiversité. Donc, vous voyez bien que c'est un temps hyper long. Le temps de la forêt est pas du tout le même que le temps de l'humain. Voilà. Et l'autre forêt qui est un mot important ici, c'est forêt plantée, c'est-à-dire c'est des zones qui étaient pas d'ailleurs forcément, qui pouvaient être des forêts à l'origine ou qui étaient carrément des prairies, dans lesquelles on a planté des arbres.
Je vais vous montrer une carte qui va vous éclairer un peu plus sur le sujet. 2 cartes en réalité. À gauche, alors je ne sais pas si on voit très bien, les images sont un peu petites, mais à gauche, vous avez en vert les forêts plantées. Donc vous voyez qu'en France, on est sur une grosse majorité de forêts plantées. En jaune, vous avez les tree crops, les plantations d'arbres. La différence entre les deux, c'est que les forêts plantées, c'est des zones sur lesquelles on va plutôt exploiter du bois, alors que les plantations d'arbres, c'est des monocultures aussi, mais qui sont faites pour cultiver une chose en particulier, en général des fruits ou de l'huile. Donc ça va être les palmiers à huile, ça va être les cocotiers pour les noix de coco, etc. Et vous voyez notamment en Asie du Sud-Est, en fait, il y a surtout, c'est très vert. Enfin, c'est très vert. Les paysages sont très verts, mais c'est surtout des plantations d'arbres. L'image de droite, ce que vous avez, c'est effectivement les forêts intactes, les forêts primaires en vert foncé. Donc, vous voyez qu'il y en a dans le nord du globe. Elles, en tant que Green Sanctuaries, elles nous intéressent moins. Ce sont les forêts boréales. Elles sont très intéressantes pour le climat, mais peu intéressantes pour la biodiversité. Il y a assez peu de biodiversité dans ces forêts-là. Celles qui sont les plus intéressantes pour la biodiversité, c'est l'Amazonie, bien sûr, que vous reconnaissez, le bloc central africain et puis les forêts du sud-est de l'Asie. Et vous voyez qu'en France, ben, malheureusement, il n'y a plus de forêts primaires. Un autre pas de côté que je veux vous amener à faire, c'est de regarder ces 2 images et vous demander laquelle vous attire le plus, laquelle peut-être vous semble être la forêt en meilleure santé, la plus attractive. Bon, on va pas faire de sondage, mais il y a de fortes chances que vous me répondiez la forêt de gauche. Elle est magnifique, cette forêt. On a 2 réponses de Héloïse et de Daniel qui disent à droite. Ah, bien, bravo. Merci Héloïse et merci Daniel. Effectivement, donc la forêt de gauche, on se dit elle est propre, elle est bien entretenue, en plus elle est très lumineuse, tout ça. En réalité, entre les 2 images, la forêt la plus résiliente des 2, et le résilient, c'est un mot, on pourra y revenir, c'est un mot très important dans le contexte actuel. La forêt qui représente le plus gros stock de carbone et sans doute le plus gros puits de carbone, c'est des 2, en fait, c'est celle de droite. Cette image, elle est tirée de la dernière grande forêt primaire d'Europe, parce qu'il en reste quand même des forêts primaires en Europe, même s'il n'y en a pas en France. C'est la forêt de Biélowieża. Et c'est une forêt dans laquelle tous les processus naturels continuent de se dérouler sans intervention de l'homme. Parce qu'on a cette idée, et c'est une des choses que je veux vous amener à interroger aujourd'hui, on a cette idée que les forêts, c'est comme des jardins en fait. C'est des écosystèmes dans lesquels l'homme se doit d'intervenir et que la forêt, une forêt qui est laissée à l'état naturel, c'est une forêt qui est laissée à l'abandon. Or, c'est pas du tout le cas. Une forêt, si vous la laissez à l'état naturel, effectivement, vous allez avoir après une tempête du bois mort qui en réalité grouille de vie et ça fait partie des processus naturels de cette forêt. Donc, dans les questions-réponses, on pourra reparler de ça parce qu'on discute aussi des risques incendies, etc. Mais gardez à l'idée que plus une forêt a de naturalité, plus ces processus se déroulent sans intervention de l'homme, en réalité, mieux elle se porte, plus elle est biodiverse, plus elle capte du carbone, etc. Et ça, c'est une idée qui est coriacement, ça doit pas exister, mais qui est assez coriace et ancrée dans nos imaginaires. C'est l'idée qu'on doit intervenir dans les forêts. Eh bien non, les forêts ont mis des millions d'années à se former. En réalité, elles n'ont pas besoin de l'homme. Alors, autre question importante, et là pour le coup, ça vaut le coup aussi que tous vous branchiez sur vos claviers, c'est pourquoi les forêts sont nos meilleurs alliés. Et ça, c'est aussi une question très importante. Alors, on a l'oxygène qui revient 2 fois. Il y avait aussi l'idée du poumon tout à l'heure qui avait été mentionnée. Ouais. Pour l'écosystème et l'oxygène, la beauté, qui est un élément aussi, la biodiversité, elle emmagasine du dioxyde de carbone, filtration des sols, espèces inconnues. Vivien nous mentionne aussi la réduction de la température, la biodiversité qui revient à nouveau. Grégory qui nous parle de la stabilisation des sols. Ouais. Ah ben, c'est super. Même beaucoup d'éléments, Swat qui nous parle du fait de limiter le réchauffement climatique. Ouais. Alors bravo parce que vous avez donné plein d'éléments importants. Alors évidemment, ce qui ressort le plus, c'est le climat parce que
c'est ce qui a été le plus, je crois, mis en avant au cours des dernières années, c'est le rôle des forêts dans le climat. Et effectivement, c'est un rôle hyper important. Et les forêts, on va y revenir rapidement, captent le carbone et stockent le carbone, ce qui est très important. Mais ne penser que carbone, ça peut amener à aussi prendre les mauvaises décisions et ne pas voir d'autres choses qui sont importantes. Par exemple, si on raisonne que carbone, ben on se dit, OK, la réponse à la crise d'aujourd'hui, c'est de faire on plante des milliards d'arbres, peu importe si c'est la même espèce, on s'en moque, peu importe l'espèce quelque part. Et puis, bon, tout ça, ça va capter du carbone et nos problèmes vont être résolus. Donc, effectivement, vous avez sorti plein d'éléments intéressants que je vais être amenée à détailler. Donc, déjà, pour ne pas commencer forcément par le carbone, mais certains de vous, je crois, on parlait de filtration, elle joue un rôle vraiment majeur dans le cycle de l'eau, à la fois à l'échelle globale et à l'échelle locale. Je crois qu'on a entendu parler de climatisation ou d'un concept proche. Donc, à l'échelle globale, en fait, des études maintenant montrent depuis un certain temps déjà que les forêts génèrent des pluies, mais à l'échelle de continents entiers. En d'autres termes, l'Amazonie, c'est parce qu'il y a la forêt d'Amazonie que vous allez avoir des zones de culture florissantes à des milliers de kilomètres au sud de l'Amazonie. Et ça se joue même entre les continents. Donc, il y a un concept que moi j'adore parce que je le trouve, en plus d'être scientifiquement intéressant, qui est très poétique, ça s'appelle les rivières volantes. C'est que via le phénomène d'évapotranspiration, dont vous avez peut-être entendu parler, un grand chêne, par exemple, un vieux chêne, il peut évapotranspirer à lui tout seul, c'est-à-dire envoyer dans l'atmosphère 1000 litres d'eau par jour. C'est énorme. Donc, vous imaginez sur une grande forêt, comme par exemple l'Amazonie, en fait, les arbres quotidiennement envoient de la vapeur d'eau en l'air et ça finit par former des rivières volantes. Et c'est ces rivières volantes qui vont aller alimenter les autres terres et notamment les cultures à des milliers de kilomètres de là. Il y a un autre concept qui est intéressant, alors il est moins poétique, ça s'appelle la pompe biotique. Mais je vous le livre quand même parce que c'est intéressant. En fait, les forêts, justement par l'évapotranspiration, elles font baisser la pression atmosphérique là où elles sont, ce qui en fait aspire l'air humide sur les continents, parce qu'il y a aussi des nuages sur les océans. Donc la pompe biotique, ça va aussi générer l'arrivée des nuages qui nous viennent de l'océan. Et c'est notamment ce qui explique que quand vous avez un désert qui borde un océan, vous avez beau avoir toute l'eau qu'il faut à côté, il n'y a pas de pompe biotique dans le désert parce qu'il n'y a pas d'arbres. Donc finalement, le désert n'attire pas vers eux les pluies. Donc il y a ce phénomène à l'échelle globale. Et à l'échelle locale, c'est aussi très important parce que en plus ce phénomène va créer une forme de climatisation, hein, si on veut l'appeler comme ça. Vous avez certainement, vous, expérimenté, mais même quand vous avez un seul arbre dans une rue, un vieil arbre, vous pouvez constater qu'il va climatiser l'air qui est autour de lui. Donc ça, on l'a évidemment à l'échelle des forêts. Il y a aussi un rôle important des forêts pour le cycle de l'eau, c'est qu'elles filtrent, je crois que quelqu'un l'a dit ça, elles filtrent l'eau des sols, elles évitent, je vais y arriver, le ruissellement, elles filtrent aussi les polluants, donc en fait elles jouent un rôle très important pour le correct approvisionnement des nappes phréatiques. Et ça, avec les difficultés, le changement climatique, c'est un rôle qui est de plus en plus crucial, cette présence des forêts pour filtrer l'eau et pour permettre un bon approvisionnement des nappes phréatiques. Alors ça, évidemment, c'est ce qui a été dit en premier. Et je vais pas vous faire un cours de SVT, mais vous avez peut-être des souvenirs de la photosynthèse qui, grâce au soleil et grâce à l'eau, permet d'utiliser le dioxyde de carbone pour le transformer en biomasse, tout simplement, en tige, en troncs, en feuilles, etc. Les forêts, au cours des 40 dernières années, elles ont quand même absorbé un quart du dioxyde de carbone émis par les activités humaines. Donc, c'est quand même très significatif. Donc, c'est dans ce sens-là qu'elles limitent le changement climatique. Et elles stockent du dioxyde de carbone. Vous pouvez voir sur l'image de droite, elles n'en stockent pas que
dans leur biomasse aérienne, donc dans le tronc et les feuilles, elles en stockent aussi dans la biomasse morte. Donc, souvenez-vous l'image que je vous ai montrée de Biélowieża, dans la litière et beaucoup dans le sol. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le rôle de puits de carbone des forêts a tendance à se dégrader, notamment en Europe et dans toutes les forêts tropicales humides qu'on a dégradées. Donc, c'est aussi pour ça qu'il est important de préserver les forêts en bon état de fonctionnement pour garder leur fonction de puits de carbone en état de marche, tout simplement. Autre sujet, elles nous préservent des zoonoses. Alors encore un mot barbare, les zoonoses, en fait, c'est les maladies qui se transmettent des animaux aux hommes. Alors, il n'y a pas, on pense au Covid-19, mais il n'y a évidemment pas que le Covid-19, la malaria, donc le paludisme, Ebola, le VIH, tout ça, c'est des zoonoses. Ce qu'on sait, c'est que plus on grignote sur les forêts, notamment les forêts tropicales humides, plus on a ce risque de conflit, enfin, c'est même pas conflit homme-faune, mais en fait, c'est de contacts homme-faune qui ne sont pas naturels et qui peuvent amener des zoonoses. Et c'est aussi pour ça qu'on prévoit que malheureusement, dans le futur, il peut y en avoir plus. C'est que pour éviter les zoonoses, il faut vraiment garder des écosystèmes intègres pour que la biodiversité s'y maintienne sans incursion humaine. Au-delà de prévenir les zoonoses, les forêts, elles nous soignent. Et c'est vrai qu'on a du mal instinctivement à faire le lien entre nos petites pilules blanches et le vivant. Mais en réalité, il y a une étude de l'International Journal of Oncology qui a montré que plus de 60% des médicaments anticancéreux proviennent de sources naturelles et notamment de plantes de la forêt tropicale. Et en fait, plus une forêt va être riche en biodiversité, en plantes, en champignons, en animaux, plus elle va recéler potentiellement des médicaments futurs. Par ailleurs, il y a, nous, on raisonne en tant que Français, Européens, avec un accès à une pharmacie, on va dire, industrielle. Mais il y a 80% des habitants en pays de développement qui se soignent avec des médicaments traditionnels et ils vont les chercher en forêt. Ce qui est intéressant aussi, là, je vous ai mis des images parce que aussi pour ce lien entre la pilule et le médicament, c'est que c'est très concret en fait. Vous avez en bas à gauche, vous avez le quinquina, c'est le quinquina qui donne la quinine qui est utilisée pour soigner la malaria. En bas à droite, vous avez la pervenche de Madagascar, donc comme son nom l'indique, elle vient de Madagascar. Et elle, on a extrait d'elle une molécule qui sert dans la chimiothérapie, notamment dans la lutte contre la leucémie. En haut à droite, vous avez une plante originaire d'Australie. Alors son nom, c'est Omalanthus nutans, ça va rien vous dire, mais la molécule qui en est sortie sert à soigner le VIH. Et le dernier exemple, en haut à gauche, alors je le cite, c'est pas un exemple qui est issu de la forêt, mais je le trouve tellement génial que je peux pas m'empêcher de le partager avec vous, parce que ça montre aussi qu'on est loin d'avoir fait le tour de tout ce que les forêts peuvent tout ce que le vivant en fait peut nous apporter. Ce petit ver de sable qui ressemble à rien, qui a été étudié par un biologiste français. En fait, ce biologiste a regardé ce ver marin qui était la moitié du temps sous l'eau, la moitié du temps hors de l'eau, et il s'est dit, mais en fait, comment fait ce ver pour respirer la moitié du temps enfin voilà, puisqu'il est à moitié en air et à moitié en eau. Et finalement, à l'issue de ses recherches, il a réussi à isoler une molécule qui est en train réellement de révolutionner les greffes d'organes. En fait, avec cette molécule, qui permet de préserver l'approvisionnement en oxygène des greffons, on est en train de passer de 12 heures à 7 jours le temps de conservation possible pour un greffon. Donc, les applications vont continuer de révolutionner la médecine et ça vient d'un petit ver qui ressemble à rien. Donc, par là, je veux vous sensibiliser au fait qu'il y a plein de nouvelles choses, de nouvelles applications qu'on est en train d'étudier, notamment sur les champignons qu'on connaît assez mal, notamment les champignons microscopiques. Donc tout ça, c'est hyper important. Une autre chose que vous avez citée, c'est que les forêts, elles nous inspirent et elles contribuent à notre bien-être et c'est pas négligeable. Alors ça, c'est pas toujours
monnayable, donc parfois on l'oublie, mais c'est vraiment hyper important. Sans les forêts, sans la nature, on serait passablement malheureux. Et pour tous ceux qui ont la chance de pouvoir aller se balader en forêt, on voit bien ce que ça nous apporte. D'ailleurs, les Japonais et les Coréens étudient l'immersion en forêt depuis très longtemps et ont objectivé les bienfaits sur la santé mentale des arbres. En bas à droite, vous avez le Garden by the Bay à Singapour. Donc c'est pas une image d'IA, hein, c'est du vrai, c'est un vrai jardin inspiré de la forêt. Et je vais, comme je prends un peu de temps, je vais pas rentrer dans le détail, mais un autre exemple qui là est pas directement relié aux applications de médecine, mais qui est lié au biomimétisme. Le biomimétisme, c'est hyper important et je pense que vous êtes familier avec le concept, c'est-à-dire s'inspirer du vivant pour en sortir des innovations, des applications qui vont pouvoir être transposées dans le milieu des hommes. Ben, le morpho, c'est un champignon, c'est un papillon que j'ai eu la chance de voir en Amazonie. C'est un magnifique papillon bleu qui est très grand, ça fait 20 cm, il peut faire plus de 20 cm de large. Ben, en fait, il a inspiré plein d'innovations via le biomimétisme. Par exemple, son vol qui est très particulier a inspiré certaines techniques de vol de drone. Sa gestion de la température corporelle, elle est aujourd'hui utilisée pour améliorer le rendement des panneaux solaires. Pardon, sa couleur qui est bleu métallique, en fait, c'est pas un pigment, c'est une couleur structurelle. Donc pareil, ça amène des applications dans, alors ça va de la lutte contre la contrefaçon à la détection de gaz, enfin, c'est très large. Il a aussi la capacité de voler, enfin d'aller sous l'eau puis de sortir. Et ça, ces capacités hydrophobiques sont exploitées pour créer des membranes filtrantes, par exemple. Voilà, et j'en passe et d'autres. Il a des ailes auto-nettoyantes. Enfin bon, c'est incroyable. Le vivant est incroyable et source d'inspiration. Et on est très loin d'en avoir fait le tour. Je crois que quelqu'un a cité, et ça va être c'est Daniel qui parle du bardane, la plante qui a inspiré pour le velcro. Ah oui. Qui est un exemple bien connu du biomimétisme. Ouais. Eh oui, et c'est infini en fait. Le biomimétisme, vraiment, il y a encore plein de choses à faire. Et quelqu'un, je crois, parlait d'espèces à découvrir ou équivalent. Et c'est vrai que les forêts, une chose qui est très importante, les forêts, elles abritent 80% de la biodiversité terrestre. C'est énorme. Et si on est... là, je vous fais une présentation pour vous montrer à quel point elles sont utiles. Elles abritent les pollinisateurs. On a aussi cette idée reçue que la pollinisation des cultures, elle est faite grâce à notre petites abeilles domestiques dans les ruches qu'on entretient. En fait, c'est une fausse idée. Je ne sais pas si vous avez une idée du nombre d'espèces d'abeilles qui existent rien qu'en France. Rien qu'en France. Je ne sais pas si certains veulent se risquer à donner un chiffre. Je crois que personne n'ose dire une bêtise. Bon, alors j'y vais. Il y a Benoît qui nous dit 30 et Daniel 120. D'accord, c'est plus. En fait, il y a 1000 espèces d'abeilles rien qu'en France. Et il y a une seule espèce d'abeille qui est domestiquée, l'Abella mellifera. C'est la seule. Et en fait, la pollinisation, elle est en partie assurée, bien sûr, par ces abeilles qui sont domestiquées, mais en fait, elle est aussi beaucoup assurée par d'autres abeilles et par d'autres pollinisateurs. Il y a bien d'autres pollinisateurs que les abeilles. Il y a les bourdons, il y a même certaines mouches, il y a même les chauves-souris qui sont pollinisatrices. Et si vous aimez la tequila, vous avez intérêt à aimer les chauves-souris parce que la fleur qui est à l'origine de la tequila, elle est pollinisée uniquement par une chauve-souris. Donc, vous voyez que et la pollinisation, c'est vraiment important, évidemment. 80% des plantes à fleurs ont besoin de la pollinisation. Les autres, c'est par le vent. Mais notre alimentation, tous les fruits et légumes notamment qu'on mange, c'est grâce aux pollinisateurs. Donc, si on les a plus, notre alimentation va devenir singulièrement ennuyeuse. Voilà, donc ça, c'est un élément important. Et donc, elles abritent les pollinisateurs et 80% de la biodiversité terrestre. Donc, si je reviens à notre image de début, ce qu'on voit, moi, je suis pas du tout ici pour vous dire
les forêts exploitées pour le bois, c'est mal. Évidemment que non, on a besoin du bois. Et d'ailleurs, je voulais pas préciser là dans les slides, mais évidemment, dans les services qu'elles nous rendent, pour toutes les forêts exploitées, il y a la fourniture du bois dont on se sert évidemment pour plein d'applications. Ce qu'on dit, c'est que certaines forêts qui ont la chance d'être encore primaires et qui nous rendent bien des services, elles doivent être protégées, que tout ne doit pas se limiter à l'exploitation forestière, surtout qu'aujourd'hui, elle se fait beaucoup en monoculture, et la monoculture, ça pose plein de problèmes de résilience face au feu, face aux insectes et champignons qui peuvent les ravager très rapidement parce que justement, elles n'ont pas de biodiversité, elles ne peuvent pas se défendre contre les agresseurs. Alors, on parlait de biodiversité, on est dans une course contre la montre et je vais accélérer parce que sinon Nous aussi, on est contre la montre là. Perdre. Voilà, 80% de la biodiversité terrestre vit dans les forêts, je vous l'ai dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que la forêt tropicale humide et les forêts primaires tropicales humides continuent d'être détruites malheureusement assez rapidement. Quand on parle d'effondrement de la biodiversité, il y a un certain nombre de gens qui peuvent être un peu incrédules parce que contrairement au changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, et on parle bien d'effondrement, hein, depuis 1970, on a perdu 73% des populations de mammifères sauvages. Donc c'est vraiment un effondrement. On le ressent pas dans nos corps. On voit pas d'oiseaux morts au bord des routes. Finalement, la seule chose qui est un peu tangible pour les gens, et encore, il faut pas être tout jeune pour avoir cette idée, c'est que il y a quelques années, quand on traversait la France dans sa voiture, on devait régulièrement nettoyer le pare-brise parce qu'il y avait plein d'insectes et une variété d'insectes qui arrivaient sur notre pare-brise. Aujourd'hui, vous faites un Biarritz-Lille sans nettoyer une seule fois votre pare-brise. Donc ça, c'est un des seuls éléments qui nous permet d'appréhender cet effondrement de la biodiversité. Sinon, c'est des chiffres. Mais il faut savoir que cet effondrement est bien réel. Alors, sans rentrer dans le détail, les causes d'effondrement de la biodiversité, on a tendance naturellement à dire le climat, le changement climatique, c'est la cause. En réalité, c'est que la troisième cause. La première cause, c'est la disparition des habitats. Donc, c'est quand on fait disparaître une forêt, finalement, on condamne à mort ses habitants, en gros. Hein. Donc, les 5 causes d'effondrement de la biodiversité, c'est disparition des habitats, surexploitation des ressources naturelles, par exemple la surpêche, changement climatique, pollution, espèces exotiques envahissantes. Alors, pourquoi s'en préoccuper? On pourrait se dire, après tout, bon, les petits oiseaux, c'est gentil, mais c'est pas mon quotidien, c'est pas mon sujet. En réalité, c'est hyper important. J'ai choisi volontairement cet exemple parce que ça parle beaucoup au milieu des entreprises. 72% des entreprises européennes dépendent de manière critique des services écosystémiques. C'est pas moi qui le dis, c'est la BCE en septembre 2004. Et la suite de la phrase, c'est et ces entreprises connaîtraient des problèmes économiques significatifs en cas de dégradation des écosystèmes. Donc je vais pas rentrer dans le détail, mais il faut vous dire ça, c'est que l'effondrement de la biodiversité, ça aura des répercussions, ça a déjà des répercussions économiques. Et au-delà, on parle de l'habitabilité de la Terre, hein, une planète plus chaude. Ce qu'on est en train de vivre, c'est une planète qui est un peu moins hospitalière. Une planète sans biodiversité, c'est une planète qui devient carrément hostile. Donc et où il est compliqué de boire, de manger, de rester en bonne santé, etc. Donc vraiment la biodiversité, c'est hyper important, même si on est égoïste et qu'on se moque des petits oiseaux, c'est hyper important pour nous tous et pour nos enfants. Donc là, j'y reviens pas, c'est les services écosystémiques, c'est un terme un peu barbare, mais ça désigne en fait tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent. C'est tous les services que nous rend la nature et qu'elle nous rend gratuitement parce qu'elle est trop sympa. Pour finir, donc notre mission, nous en tant que Green Sanctuary, enfin je veux dire avant de passer au projet qui nous intéresse, c'est de protéger immédiatement et à long terme les forêts les plus riches en biodiversité du globe. Une question qu'on nous pose tout le temps, pourquoi protéger des forêts plutôt que planter? Alors j'y ai déjà un petit peu répondu et c'est souvent une question qu'on nous pose. En réalité, pour moi, elle n'est pas là la question. Ça, c'est une fausse question parce que pour nous, en réalité, il faut faire les deux. Il faut protéger absolument les forêts, notamment les forêts primaires,
et planter de manière réfléchie, de manière, avec discernement, reconnecter les forêts entre elles, reconstituer des corridors de biodiversité, reforester des zones dégradées. Ça, bien sûr qu'il faut le faire. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les moyens et l'énergie sont beaucoup concentrés sur cette notion de planter. Parce que déjà, la symbolique est super forte. On a tous envie de planter des arbres, moi y compris. C'est une symbolique magnifique et très forte. Ce qu'il ne faut pas, c'est consacrer tous les moyens à ça et en oublier de protéger ce patrimoine incroyable et surtout cet écosystème qui rend tant de services aux hommes, qui sont les forêts et surtout les forêts primaires. En fait, pour moi, une image qui reflète, qui répond assez bien à ça, se concentrer sur de la plantation en oubliant de protéger les forêts, c'est un peu comme si vous êtes dans votre jardin en train d'arroser vos plates-bandes, votre voisin vous dit mais on revient de derrière ta maison, elle est en train de brûler, et que vous répondiez très tranquillement ah non mais c'est ok, je suis en train d'arroser mes plates-bandes, est-ce qu'elles sont pas magnifiques? C'est vraiment ça en fait. Pour moi, l'idée de trop se concentrer sur la plantation et en oublier de protéger, parce que la protection des forêts existantes, c'est de loin le moyen le plus efficace pour enrayer la 6e extinction de masse, donc l'effondrement de la biodiversité, et aussi pour contribuer à lutter contre le changement climatique. Vraiment. Donc, réponse, il faut faire les deux de manière réfléchie et concertée. Ensuite, pourquoi protéger des forêts lointaines plutôt que de rester en France? Ça aussi, c'est une question qu'on nous pose. Une des réponses, c'est que il n'y a plus de forêts primaires en France, comme je vous ai dit au début. L'autre réponse, c'est que les forêts françaises et les forêts européennes en général, bien qu'il y ait évidemment des zones de difficulté, elles sont quand même bien mieux protégées que les forêts tropicales humides. Et nous, on fait le choix d'agir dans les zones qui sont clés pour la biodiversité. Les forêts tropicales humides, c'est moins de 6% de la surface terrestre, mais c'est 50% des espèces. Donc vous voyez pourquoi c'est si important de les protéger. Une étude récente, et sans rentrer dans le détail, c'est pareil, c'est passionnant, mais c'est que si on protégeait 1,2% de la surface terrestre, ça nous permettrait vraiment d'être un premier pas pour éloigner cette 6e extinction de masse. Alors, sans surprise, ces zones sont surtout dans les zones tropicales humides, et sans surprise non plus, c'est pas là que se fait le plus de protection aujourd'hui. C'est plutôt dans les zones tempérées. Donc, on a un objectif qui a été fixé par 195 pays en 2021, qui est, vous avez peut-être entendu parler ou pas, mais c'est pas grave, c'est l'objectif de 2030, c'est de protéger 30% des terres et 30% des mers à horizon 2030. Aujourd'hui, on est à 17%. Et ça ne progresse pas assez vite. Donc, il faut accélérer cette mise sous protection. Parce que un monde sans forêt tropicale humide, ça aura des répercussions vraiment pas très agréables, notamment en termes de changement climatique aussi en Europe. Dans ce schéma, et sans rentrer dans le détail encore une fois, on voit qu'on aura des impacts, la destruction du bloc central africain aura des impacts notamment en France. Bon, encore une fois, je passe, mais je pense que vous avez compris, avec tout l'argent du monde, on ne reconstitue pas une forêt, c'est pour ça qu'il faut les protéger. Donc nous, on intervient en 4 volets, on sécurise le foncier, donc on sécurise les forêts, ensuite on accueille des scientifiques, on sensibilise les publics, et on travaille hyper important, on travaille avec les communautés locales. Et quand on a la chance de pouvoir avoir des communautés autochtones qui vivent là, c'est génial pour nous parce que c'est des super partenaires. Bon, ça, je passe, c'est notre méthode. Nos objectifs, c'est de 100 000 hectares de forêts protégées à horizon 2030. Et il y aura évidemment beaucoup de bénéficiaires, humains et non humains. Et là, je vais arriver au focus qui nous intéresse. On travaille dans plusieurs pays. On travaille en zone continent Amérique et continent Afrique. Et maintenant, pour finir, zoom sur le projet qui nous intéresse. Ça se situe en Équateur et ça se situe dans l'Amazonie, vraiment à la pointe ouest de l'Amazonie. Le projet s'appelle Campo Cocha du nom de la communauté autochtone qui vit sur place.
Les peuples autochtones, vous le savez peut-être, c'est vraiment les meilleurs gardiens des forêts, toutes catégories, c'est les champions. 6%, en fait, les peuples autochtones, c'est 6% de la population mondiale. C'est 19% du nombre d'individus qui vivent dans la pauvreté et ils protègent 80% de la biodiversité mondiale. Donc, c'est des gens hyper importants. On a initié un projet en 2023 sur lequel Extia et Extia Engineering nous ont rejoints dès le début de l'année 2024. C'est d'aider une communauté d'Indiens Quechua à s'ancrer vraiment dans son territoire pour continuer à jouer ce rôle protecteur sur la forêt. Donc en 2024, on avait plusieurs priorités. On avait fournir l'eau potable dans l'école. On avait accompagné la communauté sur diverses pratiques, notamment tenant à l'hygiène, puisqu'il y a des problématiques sur l'eau, à l'entrepreneuriat, à l'égalité des sexes. Et on a entamé un travail avec une scientifique qui est une anthropologue. Bon, elle s'appelle vraiment sa spécialité, c'est l'ethnoécologie. Elle s'appelle Gabriela Zorita. Et elle travaille beaucoup sur la forêt comestible au sens large. Donc, elle travaille sur les plantes et champignons qui sont d'intérêt pour les communautés. Nous, on avait 2 objectifs, la sécurité alimentaire et la génération de revenus pour la communauté. Ce qu'on a comme projet à long terme, vous le voyez sur cette carte, en vert, il y a l'objectif de forêt que nous, on est en train d'acquérir petit à petit. Cette forêt, on ne l'achète pas au Campo Cocha. Eux, ils ont leur forêt communautaire et c'est très bien comme ça. On n'y touche surtout pas. Nous, en fait, on achète à des privés qui ont des petits bouts de forêt pour qu'ils nous vendent à nous plutôt que de couper la forêt ou de vendre à des gens qui vont couper la forêt. Et nous, à terme, ce qu'on veut, c'est constituer une réserve de biodiversité avec eux, avec les Campo Cocha, de 3500 hectares. Donc l'eau, c'est une question centrale parce que au départ, la communauté, ils s'abreuvaient tout simplement aux rivières, comme ils ont fait depuis toujours. Mais entre le fait que certaines portions de forêt à côté, en amont, ont été coupées, il y a des élevages bovins qui ont été mis, donc il y a une première pollution de l'eau. Et puis maintenant, il y a aussi des menaces liées à l'exploitation aurifère. Donc vraiment, l'eau, c'est une question centrale. Donc nous, on est allé avec une ONG partenaire creuser un puits pour que la communauté ne dépende plus de l'eau de rivière pour s'approvisionner, décidément. Il y a eu un certain nombre d'ateliers de sensibilisation qui ont été menés avec les adultes, avec les enfants. Et puis, le travail avec notre ethnoécologue, on a cherché vraiment avec la communauté à identifier des plantes et champignons d'intérêt. Donc, ça a été vraiment un travail de fourmi qui a été mené sur plusieurs mois, d'à la fois identifier des plantes et des champignons qui sont culturellement importants pour les Quechua, parce que nous, on a à cœur vraiment la sauvegarde et la transmission des savoirs autochtones. C'est hyper important aussi pour les ancrer dans leur territoire, pour respecter et faire connaître leur savoir. Donc, il y a eu un travail de géolocalisation très précis. Vous voyez sur la partie gauche, à chaque fois qu'il y avait une plante identifiée par une personne de la communauté, on allait dire, OK, il y a cette plante-là à cet endroit-là. Ça a permis de faire un mapping pour croiser, pour connaître l'abondance et la géolocalisation de toutes ces plantes. Et il y a eu une première liste de 90 plantes et champignons d'intérêt qui a été listée. Et puis ensuite, on en a sorti une shortlist de 12 plantes et champignons qui sont à la fois abondantes, importantes culturellement et qui ont un potentiel soit pour l'alimentation, la commercialisation. Et donc, tout ce travail, on l'a mené grâce au partenariat, notamment grâce au partenariat avec Extia et Extia Engineering. Et là, on est en train, et j'en arrive à la fin, je vais presque tenir dans les temps, pas tout à fait. L'autre projet maintenant, c'est une chakra circulaire expérimentale. Alors, ça fait beaucoup de mots un peu bizarres. En fait, la chakra, à ne pas confondre avec le chakra. La chakra, c'est en fait un jardin traditionnel Quechua. C'est un jardin en forêt qui est à la fois nourricier et qui fournit aussi les plantes pour se soigner, les plantes pour construire des choses. Donc, c'est vraiment un jardin très complet. Et avec Gabriela et avec la communauté qui est ravie du partenariat qu'on a avec eux et qui voulait aller plus loin, on a décidé de mener ce projet de chakra circulaire expérimental avec l'idée d'amener
vraiment de faire une fusion entre les savoirs ancestraux et traditionnels des Quichua et les savoirs de la recherche qui sont plutôt apportés par Gabriela. Donc, dans cette chakra expérimentale, on va tester plein de choses. On va tester des associations de culture. On va aussi mettre en place une circularité en cultivant des champignons. Aujourd'hui, les champignons, ils se trouvent dans des zones, mais ils ne sont pas cultivés. Donc, créer cette culture, c'est aussi à la fois œuvrer à la sécurité alimentaire, parce que comme ça, ils pourront avoir des champignons plus longtemps dans l'année. Et c'est aussi d'avoir une opportunité de les commercialiser. Et puis, des chontakuro. Alors ça, ça fait rêver tous les gens qui ne sont pas des Quichua. C'est des larves qui sont très appréciées gustativement par les Quichua, qui sont très riches en protéines. Et en fait, chaque activité va nourrir les autres. D'où cette idée de chakra circulaire. Donc l'intérêt, on l'a vu, et c'est un projet dans lequel on croit beaucoup, dans lequel la communauté est super investie. Et ce qu'on espère à l'issue de cette phase expérimentale, c'est de pouvoir ensuite proposer ce modèle de chakra à d'autres communautés d'Amazonie. Donc ça aura vraiment un impact qui pourrait être démultiplié.